Se veut grandiose, une forme de défi au monde occidental. À Tianjin, Xi Jinping a réuni en grande pompe une vingtaine de dirigeants asiatiques, africains ou du Caucase. Ce sommet est l'un des plus importants rassemblements de chefs d'État en Chine cette année. Union et entente savamment mise en scène avec cette accolade remarquée entre les leaders russes, chinois et indiens. Les chefs des trois puissances phares de cette organisation de coopération de Shanghai, 10 États membres et 16 États partenaires qui représentent près de la moitié de la population mondiale, 23% des richesses produites et les 2e, 3e et 5e puissances militaires du globe. S'ajoutera sur la photo demain le Nord-Coréen Kim Jong-un, venu dans son train blindé assister au grand défilé militaire prévu à Pékin. Démonstration de force des tenants d'un nouvel ordre mondial. La situation internationale actuelle est marquée par des troubles. Nous voulons promouvoir les principes d'équité et de justice, une vision correcte de l'histoire et nous opposer à une mentalité de guerre froide et de confrontation de blocs. Confrontation qui semble pourtant persister jusque dans les symboles, comme lorsque le président russe annonce vouloir concurrencer l'Eurovision. Je profite de cette occasion pour rappeler que le 20 septembre, Moscou accueillera le concours télévisé international de chansons Intervision. Pour Vladimir Poutine, ce sommet aura surtout permis de se montrer une nouvelle fois entouré, loin du statut de paria promis par les Occidentaux. Aux côtés de ses alliés, il martèle son récit sur les origines de la guerre en Ukraine. L'une des raisons de cette crise réside dans les tentatives constantes de l'Occident d'attirer l'Ukraine dans l'OTAN. Et au fil des poignées de main, se dessine un réseau d'alliances déjà à l'œuvre, entre Russes et Iraniens qui s'échangent drones et matériel militaire, mais aussi avec la Turquie de Recep Tayyip Erdogan, par ailleurs membre de l'OTAN, mais grand acheteur de gaz russe, et dont Moscou construit la première centrale nucléaire. Mon cher ami, vous connaissez notre désir de vous accueillir en Turquie. L'invitation reste valable. Nous avons hâte de vous recevoir dans notre pays, dès que possible. Mais la clé de voûte de l'organisation reste bien la puissance chinoise. Xi Jinping se dresse en leader du Sud global, appelant ses homologues à renverser la table. Notre organisation est devenue une force importante dans la mise en place de nouvelles relations internationales. Nous devons nous atteler à renforcer notre coopération, promouvoir notre développement et améliorer la gouvernance globale. Dans cette quête, un soutien inattendu, celui des Nations Unies. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a fait le déplacement, signe de considération et occasion d'un coup de griffe contre l'hégémonie américaine. Nous voyons de nouvelles formes de politique qui sont parfois difficiles à comprendre, qui ressemblent parfois plus à un spectacle qu'à des efforts diplomatiques sérieux, et où politique et business sont parfois mélangés. En ces temps où le multilatéralisme est menacé, le soutien de la Chine est extrêmement important. À Washington comme en Europe, pas de réaction à ce sommet. La Maison-Blanche concentre ses communiqués ces derniers jours sur les baisses de prix pour la rentrée. En pleine guerre commerciale avec Pékin, Donald Trump indique seulement vouloir rencontrer Xi Jinping d'ici la fin de l'année. Juste un mot avec vous avant de reprendre notre discussion sur Antonio Guterres, donc le secrétaire général de l'ONU, qui se rend dans cette réunion organisée par la Chine. Coup de griffe à Donald Trump, pour le moins. Ça veut dire qu'il y a une espèce de label de l'ONU sur cette réunion ? Alors, en même temps, c'est très compliqué. D'un côté, sa présence est légitime parce qu'il représente les Nations Unies et qu'un grand nombre de Nations Unies sont présentes là. D'un autre côté, Guterres est un petit peu un habitué, un invité habitué de ces sommets qui se terminent en couronnement de dictature. La dernière fois qu'il est venu à un sommet comme ça, c'était le sommet des non-alignés à Kazan, en Russie. Et il s'était littéralement courbé devant Vladimir Poutine et devant Loukachenko, son allié dictateur biélorusse. C'est un petit peu problématique parce que c'est un sommet en fait qui couronne le dictateur chinois, le dictateur russe et le dictateur nord-coréen. Oui.
à sa décharge, les Nations Unies ne peuvent fonctionner que si les membres sont dans un relatif consensus. Autrement, il y a un blocage au Conseil de sécurité. Et la Chine et la Russie sont deux détenteurs du droit de veto au Conseil de sécurité. Allez, question de Marilyn dans l'Isère. Trump n'est pas trop triste de voir son pote Poutine avec Xi Jinping? Alors moi, je suis pas sûre qu'il soit triste. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a un jeu de la part de Poutine. On a dit, ça y est, Poutine est dans les bras de la Chine. Alors en fait, ça change tout le temps. C'est-à-dire qu'une année et l'autre. Mais Poutine, il y a quelques semaines, effectivement, rencontrait Trump. Et je pense qu'il y a véritablement un jeu. Il s'agit de montrer à Trump que Poutine n'est pas seul, qu'il peut aussi se tourner vers la Chine. Jamais les Russes n'abandonneront le discours sur la grande amitié ou le partenariat sans limite avec la Chine. Les Chinois n'avaient sans doute pas été très contents de l'image de Poutine et de Trump ensemble. Donc il y a toujours cette habileté d'essayer de maintenir le triangle qui est la figure qui donne le plus de puissance, notamment à Vladimir Poutine. J'aime bien cette phrase citée par le journal Le Monde aujourd'hui. En décembre 2021, Vladimir Poutine confiait ressentir, je cite, des vibrations personnelles au Xi Jinping. On dit qu'ils s'entendent bien. Ils se sont vus plus de 20 fois. C'est une relation assez exceptionnelle. Il y a des images, par exemple, de Xi et Poutine en train de faire des crêpes. Voilà, ils ont construit un rapport personnel qui est de façade peut-être, je ne sais pas ce qu'ils pensent l'un de l'autre, mais en tout cas, sur le temps, sur plus d'une décennie aujourd'hui, il y a cette relation qui vient démentir tous ces espoirs de voir la Russie se détacher de la Chine. Et il faut ajouter juste une chose, ils ont signé aujourd'hui un projet géant de gazoduc qui traînait un peu, qui traînait depuis des années et qui est très important parce que fait Trump dans toutes ces relations? Il veut vendre du gaz liquéfié. Et là, le gaz russe, il va en Chine. Agatha Kras, qu'est-ce qui se joue si on prend ces deux puissances-là? On va essayer de décliner un peu ce qu'ils ont en commun à partager et à quel point sont-ils une puissance ensemble ou pas. Entre la Chine et la Russie, il y a les vibrations personnelles, les crêpes, etc. Mais il y a d'autres choses. Bien sûr, mais il y a cette dimension énergétique pure et dure qui est d'avoir accès à un gaz russe à un prix très discounté, très peu élevé par rapport au gaz américain. Ce que déteste la Chine, évidemment, c'est de dépendre des États-Unis d'une façon ou d'une autre, que ce soit pour l'agriculture, l'énergie, les semi-conducteurs d'intelligence artificielle. Donc on a le côté énergétique, on a le côté économique, on a vraiment un partenariat de commerce qui s'est étendu les dernières années, un commerce bilatéral qui a explosé évidemment. On a une partie de ce commerce-là qui se fait maintenant en renminbi, ce qui permet de dédollariser une partie des exportations chinoises et de l'économie chinoise, qui est évidemment extrêmement bienvenue pour la Chine. Et on a évidemment une association politique, diplomatique, stratégique, militaire, qui est extrêmement importante pour les deux parties. Sur l'aspect économique, il y a des limites évidemment, parce qu'en fait, les Russes préféraient faire leurs voitures eux-mêmes et pas importer les voitures chinoises. Donc ils ont mis des droits de douane, de la même façon que l'Europe a mis des droits de douane sur les véhicules chinois. Côté chinois, il y a quand même une volonté de ne pas dépendre d'un seul pays, même si c'est la Russie, pour son énergie. Donc il y a des limites, mais c'est quand même une fondation qui est extrêmement solide. Oui, c'est une démonstration de force économique, une démonstration de force militaire, une démonstration de force diplomatique et politique. C'est absolument certain, tout est absolument mélangé. Le grand vainqueur, bien évidemment, on le voit, c'est la Chine, c'est Xi qui se pose en leader incontestable de cette partie du monde. Le Sud global, c'est comme ça qu'on l'appelle. Mais Poutine est aussi un grand gagnant de ce sommet, c'est-à-dire que ça fait quand même la troisième fois consécutive en quelques mois qu'il montre que le discours européen, c'est de dire qu'il est complètement isolé, est faux en fait. Vladimir Poutine n'est pas isolé, il est isolé au sein de l'Europe. Il y a la moitié de la planète qui considère que c'est un président fréquentable qui n'a pas critiqué l'invasion russe de l'Ukraine et en plus Donald Trump qui est plus ou moins de son côté. Donc c'est son grand, il confirme encore une troisième fois de manière assez spectaculaire son grand retour sur la scène politique internationale. Et puis finalement, à part en Europe, il va à peu près où il veut, en fait, il a un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. C'est quand même un pied de nez à l'Europe, aux États-Unis. Et
Il y en a un qui arrive en train, dans son train blindé. Formidable. Il sort très rarement de son pays. C'est Kim Jong-un. Kim Jong-un qu'on a vu, d'ailleurs, on va aller voir ces images que vous avez peut-être vu passer, qui a célébré des combattants nord-coréens qui sont venus d'Ukraine, avec effusion de larmes, d'émotions. 2000 soldats nord-coréens sont morts dans les combats en Ukraine. À l'époque, on disait que c'était pas vrai, qu'il n'y avait pas de soldats nord-coréens. Il les a félicités les uns après les autres. Est-ce que lui, quel rôle joue-t-il, le dictateur nord-coréen, dans cet attelage? Alors déjà, pour la Chine, c'était important de l'avoir, parce qu'il s'était beaucoup rapproché de la Russie. Et encore une fois, pour Pékin, le fait que la Corée du Nord puisse s'autonomiser d'une certaine manière en ayant un nouvel, retrouvant son allié russe, notamment en payant le prix du sang, c'était une configuration qui ne plaisait pas énormément. Donc là, Pékin peut montrer, regardez, tout le monde est avec moi à Pékin. Et donc ça ressoule en quelque sorte ce triangle de solidité, d'autocratie, qui a parfois tendance à quand même montrer des signes de faiblesse. Et d'ailleurs, Kim Jong-un participera lui